ici. Et je souhaitais remercier aussi Thierry Langin et Yvette Daté qui m'ont invité à venir présenter un très beau voyage, un voyage de la domestication à la diversification face aux défis futurs. Et nous allons tout de suite traverser l'Atlantique pour retrouver les origines du piment. Et ensuite, nous essaierons de voir quelle est l'histoire depuis la domestication jusqu'à la sélection moderne. Effectivement, je suis Véronique Lefebvre, je travaille au GAFL, près d'Avignon. Je ne suis plus directrice d'unité et c'est super, je retravaille beaucoup sur le piment. Voilà, pour ma fin de carrière, je me fais plaisir à nouveau sur cette espèce et je reviens à mes premières amours. Alors, le piment, chili, hadji, poivre d'Inde, capsicum, paprika, piment, poivron, comment on l'appelle, on ne sait pas trop. En fait, cette diversité lexicale exprime une diversité de formes, de types de piments. Le piment appartient au genre capsicum, et il est une solanacée, tout comme la tomate, l'aubergine, la pomme de terre, le tabac. Et ce genre capsicum compte 36 espèces, dont 5 sont cultivées. Il n'y a pas qu'une seule espèce cultivée. Donc, je vais vous citer les noms parce que j'y reviendrai. Donc, il y a Capsicum annuum, chinense, frutescens, bacatum, pubescens. Ce sont donc les 5 espèces cultivées. Et toutes ces espèces sont regroupées sous un seul nom vernaculaire qui est le piment. Qui vient du mot latin pigmentum, qui signifie substance colorante. Et le terme le plus ancien dont on dispose signifiant piment, c'est de la langue nahuatl, qui remonte au moins au 7e siècle, et on l'appelait chili, qui est encore un terme utilisé en gastronomie. Les Indiens d'Amérique, au 15e siècle, l'appelaient hachi, et c'est un terme qui existe encore dans de nombreuses langues. Et enfin, au 16e siècle, en arrivant en France, on l'a appelé poivre d'Inde, tout naturellement, on reviendra là-dessus. Et puis, c'est seulement au XXe siècle qu'on a commencé à l'appeler piment ou poivron. Donc, beaucoup de gens disent « Ah bon, un poivron, c'est un piment ?» Oui, oui. Donc, piment, poivron, c'est plus des termes dans le langage courant et adaptés plus pour la gastronomie et pour que le consommateur s'y retrouve. Bon, la génétique du piment est relativement simple par rapport à certaines espèces. C'est une espèce diploïde à 24 chromosomes avec un assez gros génome de 3,5 gigabases et 35 000 gènes, et avec plein de translocations chromosomiques entre espèces. Donc c'est un petit peu compliqué quand on travaille sur une espèce pour ensuite aller voir ce qui se passe sur l'espèce voisine. Alors en 2023, on recense, le World Flora Online recense 36 espèces de capsicum parmi les 214 noms qui ont été répertoriés dans la littérature. Et je focaliserai donc l'exposé sur les 5 espèces de capsicum domestiquées. Donc les espèces sont regroupées, domestiquées sont regroupées en 3 clades. On a le clade des fleurs blanches, avec les espèces Capsicum annuum, Capsicum frutescens, Capsicum chinense. Le clade des fleurs jaunes ou verdâtres avec Capsicum bacatum, et le clade des fleurs violettes avec Capsicum pubescens. Et pour chacune de ces espèces domestiquées, on a identifié des espèces sauvages ancestrales. Et j'attire votre attention sur l'espèce ancestrale de Capsicum annuum, qui s'appelle Capsicum annuum var. Glabriusculum. Donc, le petit nom, je l'appellerai Glabriusculum. Alors, les données archéologiques ou même archéobotaniques, écologiques, linguistiques et génétiques s'accordent à dire que l'origine du piment
le centre d'origine du piment se situe dans la vallée du Tehuacan, au Mexique. Et les plus vieilles traces de piment fossile remontent à 6500 avant Jésus-Christ. Et c'est dans des habitations troglodytiques et dans des coprolites. Il a été trouvé des fragments de fruits de piment dans cette vallée. Et ensuite, il y a un papier tout à fait récent de 2023 qui montre aussi la présence de piments dans des coprolites qui ont été retrouvés à Porto Rico cette fois, donc ce qui indique qu'il y aurait eu une migration. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde la quantité, ils ont regardé par métagénomique, ils ont regardé la fréquence des séquences de plantes, et le piment constitue, selon les populations, 29 ou 63% des séquences de plantes retrouvées dans ces coprolites. Donc c'était effectivement bien consommé. Ensuite, on a aussi retrouvé des traces dans une vallée voisine de la vallée du Tehuacan, et dans la vallée notamment d'Oaxaca, au Mexique, dans laquelle on a retrouvé 122 fruits de Capsicum annuum ou de Capsicum frutescens, ce n'est pas encore certain. Voilà. Donc, et puis il y a encore plein d'autres éléments que je n'évoque pas ici, mais tous ces éléments indiquent que le piment aurait été cultivé il y a plus de 8000 ans, et il fait partie des premières plantes domestiquées avec le maïs et le haricot. D'ailleurs, c'était pas sur l'image de Jacques, il n'y avait pas le piment sur ta carte, je crois, mais voilà. Et piment et maïs, en fait, ont été aussi retrouvés fréquemment ensemble sur des ustensiles de cuisine. Et effectivement, à cette époque-là, l'alimentation n'était pas salée, et on pense que le piment était utilisé comme une façon d'accommoder des bases. Ce que j'appelle une base, c'est notamment le maïs. Et cette diapositive montre aussi qu'il y a eu des migrations vers les Caraïbes. Alors, la domestication est précolombienne. Donc, j'ai situé ici nos 5 espèces domestiquées, et j'ai rappelé quelques noms pour les amateurs de piment, puisqu'on est quand même dans une ère de piment mania. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un peu la folie. Tout le monde en consomme, en cultive. Voilà. Donc on a les Capsicum annuum qui est l'espèce la plus consommée et la plus cultivée aussi, largement cultivée, avec par exemple les types jalapeno, ancho, qui sont bien connus, mais aussi l'amuyo. Et là, je fais un petit hommage à Edmond Pochard, qui a créé le premier hybride de piment au monde, commercialisé, pardon. Et donc, maintenant, il l'a appelé l'amuyo, et maintenant, on parle, parmi tous les piments, on parle du piment type l'amuyo. Voilà. Ensuite, Capsicum frutescens avec son tabasco ou son pili-pili, le Capsicum chinense avec les piments habanero, Trinidad ou Bujaloca. Bujaloca, c'est un des piments les plus forts au monde. Donc avec des teneurs en capsaïcine très élevées. Et puis après, dans le groupe des fleurs jaunes, on a Capsicum baccatum avec le Christmas bell notamment, qui est bien connu. Et puis dans le Capsicum pubescens, le piment type rocoto, avec ses graines noires très caractéristiques et avec chacun des parfums très différents, une richesse de parfums incroyable. Donc, comment on est passé d'une espèce sauvage à une espèce domestiquée? Donc, à la gauche, j'ai mis une illustration d'un piment sauvage, Capsicum annuum glabriusculum, et puis à droite, j'ai mis 3 exemples de piments cultivés avec des formes et des couleurs variées. Donc, le piment sauvage, c'est un piment qui est adapté à la dispersion des graines par les oiseaux, avec des fruits très petits, inférieurs à 1 gramme, souvent 0,5 g même, rond, ovale, érigé, rouge, qui se voit bien, des espèces de warning pour que les oiseaux viennent bien picorer ces fruits.
Et en plus de ça, les fruits ont un péricarpe très fin et mou, et le fruit tombe spontanément au sol par abscission du fruit par rapport au pédoncule. Ce sont des fruits à goût brûlant, avec une floraison tardive et des plantes adaptées aux stress locaux. Et puis, dans la domestication, et alors donc la domestication ancienne, mais peut-être la domestication aussi plus récente, va conduire à produire des fruits plus gros, plus nombreux. On perd l'abscission à maturité parce que c'est pas très pratique quand on cultive une espèce, si les fruits tombent au sol et se perdent. Et puis avec toute une variation de formes, de couleurs, de goûts, et puis aussi avec différents usages. On peut consommer le piment ou le poivron frais, mais aussi sec, en pâte, en différentes façons, et puis avec des floraisons de plus en plus précoces. Alors, à propos du syndrome de domestication, j'ai sélectionné quelques exemples de traits qui ont permis la domestication de cette espèce. Et je vais notamment parler de ces deux-là en priorité. On a fait une analyse sur 2059 accessions de Capsicum annuum, de Capsicum annuum, et on a utilisé pour ces accessions des descripteurs primaires qui ont été fournis par diverses banques de gènes, et on a fait tout simplement des analyses d'association génotype-phénotype, et grâce à cela, on a vu que le gène déterminant le goût brûlant du fruit, que j'avais localisé il y a très longtemps sur le chromosome P2, qui faisait qu'il y avait présence ou absence de capsaïcinoïdes, était effectivement sous sélection. C'est ce qu'on peut voir sur le petit graphique bleu en bas, où on voit une dépression du D-Tajima. Et c'est la même chose aussi pour le nombre de pédoncules par nœud floral. C'est un gène qui a été localisé sur le chromosome P6. Et on voit aussi que finalement, ces deux régions sont sous pression de sélection, et certainement pour satisfaire des préférences culinaires ou à une recherche de productivité plus forte, puisque lorsqu'on a 2 fruits par nœud, c'est mieux qu'un seul fruit, peut-être. Alors un autre exemple que j'aime bien, c'est l'allèle UP. Donc c'est un gène essentiel, je l'appelle comme ça, pour porter des gros fruits, c'est-à-dire que le piment sauvage a des petits fruits dressés. Et par GWAS, on a localisé ce locus UP sur le chromosome 12 du piment, et on s'aperçoit que chez de nombreux Capsicum annuum, on a des fruits pendants. Et en fait, on a identifié un gène sous-jacent à ce locus, qui est le gène Big Grain, qui a été décrit chez le riz, Arabidopsis et le maïs, et qui est impliqué dans le transport de l'auxine, et qui est un régulateur de la taille des organes. Et effectivement, ça permet ainsi de porter des fruits très lourds, puisque un piment, un poivron, ce que vous appelleriez peut-être un poivron, ça peut peser jusqu'à 1 kg, même 1,2 kg, alors que les piments sauvages pèsent moins d'1 gramme. Alors récemment aussi, mes collègues israéliens ont décrit le locus S, qui favorise la dispersion des graines. Lorsque un des allèles favorise la dispersion des graines, c'est-à-dire que il y a 2 traits qui sont très associés, qui est le ramollissement du péricarpe à maturité et l'abscission spontanée dont je vous parlais au début. Donc ce sont des traits qui facilitent le transport des fruits par les animaux, et donc la dispersion des graines. Ce locus a été localisé sur le chromosome 10 du piment, et il s'avère que ce locus est gouverné par une polygalacturonase, et la domestication fait qu'il y a eu perte de l'abscission spontanée qui évite la chute des fruits au sol et leur perte. Mais aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est ce qu'on peut appeler la dédomestication, en tout cas ce n'est pas de la dédomestication
inconsciente, mais de la dédomestication consciente, on resélectionne pour l'abscission spontanée, puisque pour la culture industrielle, on cherche à détacher le péricarpe du pédoncule de façon très aisée, ce qui évite des manipulations après récolte pour faire de la pâte notamment. Et enfin, un gène que j'aime bien, qu'on vient d'identifier avec un étudiant qui vient de la promotion de Jacques, Louis MacLeod, où on a fait une analyse QTL sur une analyse GWAS, pardon, sur une très grande corps accession qu'on a testé dans 6 environnements, donc France 2 années, Italie, Turquie, Israël et Taïwan, et on a identifié un locus sur le chromosome 10 qui est vraiment responsable de l'allongement du fruit. Et qui explique une part importante de cet allongement du fruit. Et là, vous avez des fruits qui illustrent les deux génotypes homozygotes. Donc là, c'est juste un tableau qui résume un petit peu quelques exemples de domestication ce dont je vous ai parlé. Je ne vous ai pas parlé de tous les gènes qui concernent la couleur des fruits, puisque chez le piment, il existe une très vaste variabilité de couleurs. Et on s'aperçoit qu'il y a de nombreux gènes de domestication qui sont liés à des délétions ou des insertions. Voilà, j'avance. Et en fait, je me suis permise de paraphraser une phrase, de paraphraser une sorte de slogan célèbre, finalement, quelques gènes pour le piment, un grand pas pour l'humanité, puisque on voit que le piment domestiqué, adapté à la culture et aux usages, en fait, repose beaucoup sur des traits relatifs aux fruits. C'est la partie la plus utile pour l'homme. Donc la forme et la taille du fruit, le port du fruit, la couleur du fruit, le goût du fruit, mais aussi, je ne l'ai pas présenté ici, sur des traits liés à la précocité. Et en fait, je ne peux pas ne pas citer la notion des résistances au stress biotique et la notion des tolérances au stress abiotique qui, de manière peut-être inconsciente, a permis aussi à faciliter la domestication de cette espèce. Et voilà, juste à droite, je me suis amusée à faire un petit tableau de la domestication du piment selon un mode Miro. J'ai demandé sous ChatGPT. Voilà, en 3 minutes, c'était fait. Incroyable. Je vous l'ai mise, ça me plaisait. Alors, je vais revenir un petit peu aux traces archéologiques, puisque le piment est symbole de joie et beauté. Donc, après la domestication, ça se disperse et on voit un petit peu les différents usages. Donc, si on remonte à 850 avant Jésus-Christ, on a l'obélisque Tello, qui se trouve dans les Andes péruviennes et où on voit sur la gravure sur pierre des fruits de piment. De même, 400 après Jésus-Christ, on trouve de nombreuses céramiques avec des décorations en forme de piment. 600 après Jésus-Christ, on trouve des broderies sur lesquelles sur lesquelles on observe aussi des piments. Et puis, presque 1000 ans après Jésus-Christ, des vaisselles. Donc on voit que les piments ont des utilisations variées, en tout cas dans ces périodes. Et ils sont consommés comme épices, puisque c'est important d'agrémenter les différents plats utilisés, surtout quand les bases alimentaires sont quand même pas extrêmement diversifiées. Mais ça, j'en suis pas tellement sûre. Et il est utilisé en mélange avec pour accélérer l'effet, et il est utilisé pour sevrer les enfants aussi, ce qui ne doit pas être très agréable, et dans des rites initiatiques ou pour infliger des châtiments. Alors, en fait, on a des témoignages sur tous ces éléments, notamment sur la vie aztèque au XVIe siècle, qui sont rapportés par les conquistadors qui ont réalisé un codex Mendoza à la demande du vice-roi de la Nouvelle-Espagne.
Et donc dans ce codex, on s'aperçoit que les cultures de piment sont présentes dans de très nombreuses régions du Mexique, qu'il existe déjà différentes variétés de piments selon les provinces, et dont le chiltépine, qui est l'ancêtre sauvage du piment, de Capsicum annuum, c'est Glabriusculum, et que le piment fait l'objet d'échanges marchands. Il est utilisé pour des taxes, dans des préparations culinaires, des rituels mortuaires, etc. Donc là, vous avez deux feuillets qui illustrent ceci. Le feuillet 60 qui montre des châtiments infligés à des jeunes garçons ou des jeunes filles de 11 ans, mal élevés, en leur faisant respirer de la fumée de piment brûlé. Donc voilà, c'était quand même assez sévère, je pense. Et puis sur le feuillet 51, on voit un tribut de 400 charges de piment sec qui était redevable au seigneur de Mexico. Alors, le piment ensuite a été introduit en Europe après le premier voyage de Christophe Colomb, puisque Christophe Colomb recherchait une route par l'ouest pour atteindre les Indes, pays des épices, dont le poivre. Et il accoste le 12 octobre 1492 à Guanahani, une île des Bahamas, et il déclare « Il y a aussi beaucoup de hachi, qui est leur poivre », c'est ce qu'il cherchait, d'une sorte aussi précieuse qui est notre poivre, et aussi des natifs ne mangent quoi que ce soit sans lui. Voilà, ça situait clairement l'importance de cette espèce. Et donc, à partir de là, le piment a été introduit à partir du XVIe siècle en Europe, et différentes sources sont arrivées en Europe. Alors là, c'est un autre travail qu'on a réalisé avec tout un consortium international où on a mis toutes nos ressources génétiques en commun, et on a étudié plus de 10 000 accessions géolocalisées. Et l'étude à l'aide de SNP, tout simplement, pour l'instant, de polymorphisme, nous a permis de retracer les routes d'expansion du piment. Et donc, on constate effectivement, donc on retrace ces routes par des analyses de congruence, de diversité, de similarité de diversité entre régions, entre différentes régions. Et donc, depuis le centre d'origine où s'est fait la domestication, la première domestication, on voit que le piment traverse l'Atlantique, cette fois du Nouveau Monde à l'Ancien Monde, et il est déployé quelque part par le fait du commerce triangulaire des esclaves. Puis ensuite, il suit la route de Vasco de Gama en suivant le commerce maritime grâce aux colonies portugaises. Et enfin, il revient à nouveau vers l'ouest par les routes commerciales, les routes de la soie et ses ramifications. Par contre, on n'a aucun élément qui permet de dire que la route transpacifique précolombienne aurait pu avoir lieu. Enfin, nos données ne permettent pas de supporter cette hypothèse. Voilà, alors une fois arrivé en Europe, le piment est décrit, notamment en 1540, et il semblerait que ce soit plutôt des piments de type Capsicum annuum et qui aient été introduits en priorité. Ça se voit à la forme du pédoncule et à la forme des graines. Et même, vous pouvez voir un petit personnage que j'ai grossi sur la partie droite qui indique que c'est un fruit comestible. Hein. Vous vous rappelez que la tomate, finalement, on ne l'a pas mangée au début. C'était très joli, on la mettait dans les jardins, on la regardait, puis c'est tout. Puis la pomme de terre, c'était la même chose. Donc, alors que le piment a tout de suite été consommé. L'iconographie est assez riche et on voit que le piment est déployé en Inde dès la moitié du XVIe siècle. Donc le voyage du piment est très rapide à partir du moment où il arrive en Europe. Donc vous voyez qu'on l'appelle poivre long indien, poivre de Calicut. Hein.
un endroit où Vasco de Gama y débarqua en 1498. Et puis les noms latins étaient un peu curieux, Piper indicum, voilà. Donc on voit aussi que dès cette période, on a des capsicum annuum et des capsicum frutescens qui commencent à se disperser, qu'on a une diversité de formes et de couleurs, et on l'appelle encore poivre. Et puis, au XVIIe siècle, le piment est vraiment à la mode. Je parle de piment mania aujourd'hui, mais elle a commencé aussi au XVIIe siècle. Le piment est utilisé pour cuisiner en Europe. Donc il y a le tableau de Diego Velázquez qui est particulièrement connu. D'ailleurs, si je vous invite à regarder un petit film sur arte.fr qui s'appelle Le piment de Velázquez, où il raconte un peu toute l'histoire de l'Espagne à travers ce tableau. C'est passionnant. Et donc, voilà, donc on voit que le piment est illustré aussi par l'école espagnole et puis par des peintres flamands. Donc, il se disperse. 5 minutes, OK. Et ensuite, donc Linné le nomme capsicum en 1753, dans son document de 1753. Donc là, il acquiert son nom capsicum. Alors maintenant, les critères de sélection pour la création variétale. Donc il y a deux grands types de cultures. Il y a le légume-fruit, et c'est ce qu'on appelle les cultures maraîchères ou cultures légumières ou cultures potagères. Et puis il y a la culture industrielle pour les condiments et faire de la poudre ou de la pâte. Donc les traits sélectionnés ne sont pas forcément les mêmes. Pour les légumes-fruits, on cherche du croquant ou du fondant selon la préparation culinaire qu'on va faire, la présence de vitamines, la saveur, le taux de sucre. Alors que pour la culture industrielle, on va s'intéresser à la teneur en oléorésine, le colorant, en matière sèche, et savoir si le piment est adapté à la récolte mécanisée. Et puis l'abscission du pédoncule, les Indiens travaillent beaucoup là-dessus, notamment en ce moment. Voilà. Et aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de variétés de piments qui ont été créées. Il y en a plus de 4800 qui ont été inscrites au catalogue européen. Et selon les variétés, elles sont soit adaptées à du plein champ, soit à du tunnel plastique, ou soit à des serres haute technologie, comme par exemple aux Pays-Bas, qui est un gros producteur de piments. Donc on utilise la variabilité disponible, on fait quelques croisements interspécifiques, pas autant que chez la tomate, parce que finalement dans l'espèce Capsicum annuum, il existe déjà une telle diversité qu'on a beaucoup de traits qu'on peut retrouver directement dans l'espèce majoritairement cultivée. Et à la fin du XVIIe siècle, naissent les maisons grainières et les premiers piments proposés au catalogue, Andrieux et Villemorin, qui sont, je les ai vus sur les murs tout à l'heure. Et voilà, avec le premier piment doux d'Espagne, vous voyez qu'on commence à avoir les fruits qui sont en bas à droite, on commence à avoir des gros fruits gonflés. Donc ça c'est assez récent. Et puis de nombreuses autres variétés. Et enfin, de belles planches commerciales que vous connaissez certainement également. Alors aujourd'hui, il existe de très nombreux types variétaux de capsicum qui sont adaptés à différents environnements agricoles, aux différents marchés, pour différentes utilisations. L'utilisation, donc, comme je le disais, c'est pour la consommation en frais ou en sec, en conserve, en poudre ou en pâte, ou pour même de l'extraction de la capsaïcine, qui est l'alcaloïde qui procure le goût brûlant aux fruits, et qui est uniquement chez le genre capsicum, et puis la capsantine capsorubine, qui est une oléorésine, qui est un colorant alimentaire, mais pas seulement alimentaire. Voilà. Et puis, bien sûr, ces différents types de variétés portent différents gènes de résistance aux maladies. Donc là, je vous ai mis une palette de quelques fruits que j'aime bien, mais il y en a plein d'autres. La production est en hausse dans le monde. C'est le deuxième légume cultivé au monde après la tomate. Donc, ce n'est pas des gros tonnages, parce que surtout quand on fait du piment frais, du piment sec, c'est très léger.
mais il y a des très grandes surfaces qui sont cultivées, et on voit que l'Asie est le principal producteur. Et ensuite, en termes de logistique internationale, l'export est d'abord fait par l'Espagne, donc c'est énorme. Et puis, et les Pays-Bas pour ce qui est de l'Europe. Et puis, l'import, c'est surtout pour les USA, l'Allemagne, un peu la Chine et l'Angleterre. Voilà, les nombreuses utilisations du piment, alimentation, bien sûr, industrie agroalimentaire, les fraises tagada que vous mangez, c'est coloré avec du piment. L'industrie cosmétique, les parfums pour colorer les dentifrices. L'industrie pharmaceutique, ça, on l'utilise de plus en plus pour traiter l'arthrite, pour le cancer du côlon. Et notamment, il y a des prix Nobel qui ont utilisé le piment. Et l'industrie de défense et de répulsisme, et c'est aussi une espèce ornementale, j'espère que vous en êtes convaincus. Voilà, donc s'il y avait quelques mots à retenir sur le piment, c'est une espèce vivrière, mais aussi industrielle, qui est cultivée dans une large zone intertropicale et tempérée, et avec toute une diversité d'altitudes, large gamme d'altitudes, consommées, exploitées dans le monde entier à forte rentabilité économique, 2,50 € la graine. Immense variabilité génétique, conservée in situ, ex situ, mais il y a encore des pépites in situ, puis adaptée à une vaste diversité d'environnements. Et donc les ressources génétiques, ça c'est mon leitmotiv, les ressources génétiques constituent un bien commun qu'il est essentiel de préserver et caractériser pour faire face au dérèglement climatique, et l'identification des gènes de domestication et d'adaptation à divers environnements facilitera la diversification des cultures pour préparer l'agriculture de demain. Voilà, je vous remercie. Merci Véronique pour la présentation. Oh, pardon, excusez-moi. En fait, tu nous as présenté des caractères sous sélection durant la domestication, et une domestication qui s'est faite à partir de plusieurs espèces différentes également. Je me suis demandé, est-ce que vous avez mis en évidence une sélection convergente pour le même type de caractère, donc ça veut dire toujours le même locus qui est sous sélection, quelle que soit l'espèce qui a été utilisée, ou vous avez mis en évidence plusieurs loci qui amènent finalement à un caractère convergent, c'est-à-dire le même caractère à la fin, mais différents loci. Donc ça, en fait, ça donne une indication sur la diversité dont tu vas pouvoir disposer ensuite pour pouvoir augmenter ta variabilité. Alors, pour faire une réponse brève, tous les travaux actuellement se focalisent sur une seule espèce, Capsicum annuum, et il y a très peu de travaux réalisés sur les autres espèces domestiquées. Et ça aussi, j'essaye d'en parler avec mes partenaires du secteur privé, que c'est important de travailler sur les autres espèces. Et donc, je ne peux pas répondre à ta question. Par rapport à, je ne peux pas comparer les traits de domestication des différentes espèces. Deux petites questions. Est-ce que les espèces d'oiseaux ont joué un rôle dans la domestication ou non? Première question. Et deuxième, est-ce qu'il y a un avantage nutritif, digestif, qui peut expliquer l'adoption par l'homme autre que le goût? Alors, la première question, à ma connaissance, il n'y a pas d'études sur les espèces d'oiseaux qui ont participé à la dispersion de cette espèce. La deuxième question, un avantage pour la consommation du piment. On dit que ça facilite la digestion. Alors bien sûr, il faut aussi le consommer de manière modérée pour ne pas avoir des brûlures d'estomac. Et surtout, c'est un fruit qui contient énormément de vitamine C. D'ailleurs, la vitamine C a été découverte à partir du piment, ce qui a fait l'objet d'un prix Nobel en 1937.
Et on peut penser qu'il était consommé aussi bien sec que frais. Et frais, la vitamine C est présente. Oui, j'avais une question concernant donc la partie biologie moléculaire que vous avez parlé. Donc en fait, la différenciation des formes, des couleurs, etc., ça s'est fait essentiellement par des délétions ou des ajouts de séquences. Et après, si je ne me trompe pas, dans la partie internationale qui a été faite pour suivre un peu le chemin des capsicums, vous avez parlé uniquement des SNP. Donc, je voulais savoir, est-ce que, en fait, vous avez utilisé l'ensemble des différences au niveau génotypique, Oui. ou uniquement des SNP? Non, dans l'analyse de l'expansion de cette espèce, on a utilisé des SNP et des indels, insertion-délétion. Mais les indels étaient en beaucoup plus faible nombre que les SNP. Mais dans l'analyse, alors par contre, ce qu'on n'a pas fait, c'est de faire une analyse comparée, enfin distincte, regarder l'expansion avec les indels ou l'expansion avec uniquement les SNP. Ça, on ne l'a pas fait parce qu'il n'y a pas assez d'indels pour faire quelque chose de pertinent. Mais c'est une question vraiment intéressante. Oui, merci.